Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est samedi 27 juin 2026 et notre cher ami, mon cher ami, Ray McGovern est avec nous. Bienvenue, Ray. Merci Nima de m'avoir invité. Ray, je voudrais commencer par ce qui s'est passé au cours des 12 dernières heures dans le détroit d'Ormuz. Je pense qu'en regardant les 3 derniers jours de la situation au Moyen-Orient, on voit qu'il y a plusieurs fronts. Il y a celui du détroit d'Ormuz, entre l'Iran et les États-Unis. En gros, les États-Unis essayent de dialoguer avec les pays du CCG, Bahreïn, le Koweït et les Émirats arabes unis, pour faire pression sur Oman à propos du dossier du détroit d'Ormuz. C'est d'ailleurs l'un des principaux problèmes pour l'administration Trump en ce moment. Ce qui était vraiment surprenant, c'est que J.D. Vance, lors de la dernière réunion après les discussions entre les deux parties en Suisse, a déclaré qu'il existait une nouvelle ligne de communication entre l'Iran et les États-Unis. Mais cette information a été démentie hier soir par les gardiens de la Révolution, qui ont affirmé qu'il n'y avait aucune communication entre l'Iran et les États-Unis, aucune ligne directe, aucun échange, en tout cas sur la question du détroit d'Ormuz. C'est pour ça qu'on voit cette escalade. L'Iran a frappé un des navires qui tentait de passer par le détroit d'Ormuz. Ensuite, les États-Unis ont riposté en attaquant l'Iran dans la région de Sirik, au sud du pays, près du golfe Persique. Puis, il y a eu une riposte iranienne contre des positions américaines dans la région. D'après l'Associated Press, une base américaine à Bahreïn a été attaquée la nuit dernière. Voilà donc la situation dans le détroit d'Ormuz. Quelle est selon vous la situation actuelle au fil du temps? On a l'impression que les deux camps cherchent, d'une manière ou d'une autre, à contrôler ce détroit. D'un côté, Rubio se rend au Moyen-Orient pour faire pression sur Oman. De l'autre, l'Iran a sa propre lecture de la situation et il semble y avoir une certaine coordination avec le gouvernement omanais. Mais vous, comment analysez-vous ce qui se passe en ce moment? What do you make of what is going on right now? Nima, these are really good questions. Nima, ce sont vraiment de très bonnes questions. Alors, sur un ton un peu léger, je dirais simplement que je n'aurais pas cru que Rubio ait assez de courage pour aller à Bahreïn. Et apparemment, l'attaque iranienne contre Bahreïn a eu lieu après le décollage de Rubio, sinon il serait allé ailleurs. Quel exemple pitoyable, franchement, aller visiter le quartier général de la 5e flotte, qui a été, pardonnez-moi le mot, complètement anéanti, d'accord? Et puis, quand on parle de communication informelle, les peuples autochtones d'Amérique, qu'on appelle les Indiens, avaient une expression, écoutez bien, l'homme blanc parle avec une langue fourchue. Voilà. Eh bien, d'une certaine manière, il faut un peu comprendre les Iraniens. Chaque fois qu'ils parlent avec ces sionistes à double discours, je veux dire Kushner et Witkoff, eh bien, soit ils se font assassiner, soit une nouvelle guerre éclate. Non? Alors, si j'étais à Téhéran et que Vance ou quelqu'un d'autre me disait « Hey, faisons un canal secret, on parlera d'un côté avec une langue et de l'autre avec une autre. Laisse tomber. Vous voulez nous parler? On a des médiateurs. Passez par eux. On veut plus de ces manigances. D'accord? Donc, les Iraniens, à mon avis, estiment qu'ils contrôlent le détroit. Et c'est vrai. Ils voient que Trump veut absolument l'ouvrir. Et quand un navire essaie d'aller au-delà de ce que les Iraniens ont menacé de tolérer, eh bien, ils le frappent. Et ensuite, les États-Unis ripostent. Mais les États-Unis vont bien préciser que oh, ce n'est pas la fin du cessez-le-feu. Non, non, non. On a toujours ce fameux mémorandum de malentendu. Enfin, ce mémorandum d'accord, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, si j'étais iranien, je me dirais, eh bien, on est en position de force. On ne veut pas que le monde entier subisse une grande dépression, mais on peut la supporter mieux que les États-Unis et Trump. Je veux dire, il y a les élections de mi-mandat qui approchent. Alors, attendons un peu. S'ils essayent de passer par le détroit, on leur montrera qui commande.
ou, comme Trump aime le dire, qui donne les ordres, cette fois, dans le détroit. C'est comme ça que tu le comprends, Nima? Enfin bref, je vais m'arrêter là. In other words, I think, well, I'll stop there. Yeah, my understanding is that Iran D'après ce que je comprends, l'Iran ne pense pas être pressé, ni avoir besoin d'accélérer ou d'envenimer la situation, parce qu'en ce moment, ils contrôlent tout. Et il y a une communication directe entre le gouvernement iranien et le gouvernement omanais. Ils ont publié une déclaration juste après cette réunion en Suisse. La délégation iranienne a expliqué que deux responsables, le président du Parlement iranien et le ministre iranien des Affaires étrangères, s'étaient rendus à Oman pour discuter avec eux. Après cette rencontre, l'Iran et Oman ont publié une déclaration commune indiquant qu'il y aurait des frais à payer pour quiconque souhaite utiliser le détroit d'Ormuz. Et hier, Bloomberg a rapporté que le gouvernement omanais avait informé les Européens qu'il y aurait effectivement des frais dans le détroit. Voilà la position actuelle. Mais les États-Unis essayent, d'une manière ou d'une autre, d'influencer les partis politiques dans les pays du CCG, ou peut-être dans d'autres pays, ce qui crée une forme de division. Parce que Rubio n'est pas allé en Arabie Saoudite ni au Qatar. Il est allé, vous savez, dans ces autres... Ce qui reste de cet endroit, oui. Désolé. Exactement. Parce que quand on ne va pas en Arabie Saoudite ou au Qatar, mais qu'on va à Bahreïn ou au Koweït, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce que ces pays ne comptent pas vraiment dans les équilibres de cette région. Oui, et Oman, vraiment, j'ai beaucoup appris sur ce pays. Je me souviens quand Arakchi devait rencontrer, il y avait des plans pour qu'il voie en fait Kushner, le vice-président. Je me souviens plus exactement, c'était il y a environ un mois. Et il a dit, Islamabad, c'est une très belle ville. Ne te laisse pas retenir à cause de moi, vas-y. Mais moi, je n'y vais pas. Je vais à Oman. Parlons du détroit. Ensuite, je retourne voir les médiateurs. Et après, je pars à Moscou. D'accord? Donc, je n'ai vraiment pas le temps de perdre du temps avec vous. C'est ça, ma priorité. C'était il y a environ un mois. Et aujourd'hui, on voit la même chose avec les Omanais, qui ont réussi à éviter le genre de sanctions que Bahreïn et d'autres ont subies, et avec qui l'Iran pense pouvoir trouver un accord sur la régulation du détroit. Alors, vous savez, les gens parlent de la bombe nucléaire. So, people talk about a nuclear bomb. Oh, Tehran needs a nuclear bomb. Well, I think you and I agree. Oh, Téhéran a besoin d'une bombe nucléaire. Eh bien, je crois que toi et moi, on est d'accord. Leur vraie bombe nucléaire, c'est le détroit d'Ormuz. Et ils vont en tirer tout ce qu'ils peuvent. Il faut aussi parler, bien sûr, du Liban. Mon Dieu, les États-Unis ont insisté pour que les négociateurs israéliens et libanais restent un jour de plus, juste pour conclure le dernier accord, celui qui prévoit une sorte de retrait de certains Israéliens. Franchement, soyons sérieux. Ça ne va pas marcher. Le Hezbollah ne va pas céder. Et si les Libanais et les Israéliens continuent d'essayer de détruire le Hezbollah, ça ne marchera pas non plus. Donc, c'est l'un des... Enfin, tu le sais mieux que moi, c'est peut-être le grain de sable dans la machine. Et la preuve, on la verra sur le terrain. Ce que je veux dire par là, c'est que si Trump ne parvient pas à contenir les Israéliens au Liban, les Iraniens ont été très clairs. Ils considèrent tout cela comme un arc de résistance. Résistance à quoi? Résistance à l'occupation, hein? Ah bon? Et ça dure depuis quand? Depuis 1967. Faites le calcul, d'accord? Cette fois, ils sont sérieux. Et cette fois, ils ont les moyens de défendre, vous savez, leurs compatriotes, les Palestiniens, mais aussi les gens qui subissent les frappes israéliennes au Liban et ailleurs. Donc oui, c'est bien réel, pour la première fois. Et ironiquement, tout ça a commencé avec les Israéliens qui ont dit « on va attaquer ». Et puis Rubio a dit « oh mon Dieu, il vaut mieux qu'on attaque aussi ». Oui, on va se joindre à vous, on va frapper de manière préventive, parce qu'ils vont probablement riposter contre nous aussi. Et donc oui, si on agit de façon préventive, nos pertes seront moindres. Allô? Tout ça, 3 jours après l'attaque du 28 février.
3 days after the attack on 28 February. So Rubio was saying, Israel Donc, made us do it. Rubio disait, c'est Israël qui nous a forcés à le faire. Franchement, on n'a pas besoin de gens comme Joe Kent ou d'autres pour dire « Bon, j'abandonne. Il n'y a pas de menace immédiate. » Et les Israéliens nous ont poussés à agir. Maintenant, on a le secrétaire, enfin, le prochain secrétaire d'État, qui est aussi, comme je l'appelle, celui qui contrôle le flux. Il contrôle ce qui arrive jusqu'au président, les renseignements et d'autres choses encore. Et j'en suis venu à le surnommer, disons, un genre de sphincter anal, dans le sens où il peut tout bloquer ou tout laisser passer. Est-ce qu'il laissera passer les vrais renseignements, ceux des analystes encore sérieux dans la communauté du renseignement? Pas si ça ne correspond pas à ce que veut Rubio. Voilà comment je vois les choses. J'imagine que je me répète un peu, mais mes opinions n'ont pas changé depuis 2 mois environ. The question is, Ray, is the United States La question, Ray, c'est de savoir si les États-Unis utilisent ce protocole d'accord pour, d'une certaine façon, alléger la charge qui pèse sur l'administration à cause du marché du pétrole, du marché de l'énergie et de la situation actuelle, avec, tu sais, les élections de mi-mandat, puis en revenant à la guerre. Parce que, pour ceux qui affirment que les États-Unis se préparent à attaquer à nouveau l'Iran au profit d'Israël, d'ailleurs, on sait qu'Israël pousse dans ce sens et qu'ils veulent vraiment que les États-Unis restent dans la région. Eh bien, quand on regarde par exemple le Wall Street Journal, hier, ils ont rapporté que les bases en Arabie Saoudite et au Koweït, ainsi qu'à Bahreïn, avaient subi des attaques tellement dévastatrices que les États-Unis envisagent ou réévaluent, s'ils veulent y retourner, de les déplacer plus à l'ouest, ce qui les amènerait vers Israël. En gros, ils parlent d'installer les bases en Israël. Je ne sais pas si ça rendrait Israël plus sûr, ou au contraire, l'une des principales cibles en cas de représailles. main targets in any sort of retaliation? Eh bien, la réalité, c'est que ça en ferait une cible encore plus grande et plus facile à atteindre. Soyons honnêtes, les systèmes de défense aérienne dont on fait tant la publicité, ce n'est pas le dôme d'or, mais le dôme de fer, n'est-ce pas? Et tous ces autres dispositifs, toutes ces autres défenses aériennes que les Israéliens présentent comme totalement hermétiques, ne le sont pas. L'Iran, lui, possède des missiles hypersoniques capables de traverser n'importe quelle défense aérienne. Comment je le sais? Parce qu'ils l'ont prouvé. Est-ce qu'on voit les photos, les dégâts en Israël? Non. Pourquoi? À cause d'une censure extrêmement stricte imposée par le gouvernement israélien. Vous savez, Israël fait face à une menace existentielle. Et je déplore le fait que c'est aussi le cas pour Netanyahou. Il est dans une sacrée galère politique, comme on dit. Il est vraiment en difficulté. S'il est remplacé lors des élections qui doivent avoir lieu avant octobre, je pense qu'il finira en prison. Ils ont des preuves contre lui, et tout le monde en Israël le sait. Le problème, c'est que la plupart des Israéliens continuent de croire à cette idée obstinée qu'ils peuvent s'en prendre à l'Iran, qu'ils peuvent tenir tête à tout le monde. Parce qu'au bout du compte, le grand Trump finira toujours par céder. Et c'est là que tout se joue. Est-ce qu'il va céder cette fois? Je pense que, pour la première fois depuis longtemps, il y a de bonnes chances qu'ils disent à Netanyahou « Écoute, je suis désolé pour tes problèmes. On t'aidera autant qu'on peut, mais arrête au Liban, parce qu'on veut que les détroits restent ouverts, et on n'y arrivera pas tant que tu continueras ce que tu fais contre le Hezbollah au Liban. » Oui, il y a tout juste quelques instants, le Wall Street Journal a rapporté qu'une frappe de missiles iranienne avait touché un pétrolier transportant 2 millions de barils de brut près du détroit d'Ormuz. C'est ça, le conflit en cours. Les deux camps cherchent à dominer la région. D'un côté, il y a les États-Unis, ils ont levé le blocus dans le détroit d'Ormuz. Ils sont toujours présents. Ils utilisent par exemple des bases en Jordanie pour mener ces frappes, comme celle d'hier soir.
Et de l'autre côté, l'Iran, qui fait partie de la région, agit dans cet espace. C'est la géographie même de cette zone qui contrôle ce commerce. Est-ce que vous pensez que ce jeu auquel se livrent Washington et Téhéran, cette sorte de bras de fer, c'est une question de savoir qui tiendra plus longtemps que l'autre? Who's gonna outlast the other side? Well, that's an easy one, Nima. Thank you. Ah, celle-là est facile, Nima. Merci de m'avoir lancé une question aussi simple. Nos dirigeants militaires et politiques souffrent de myopie. Ils sont littéralement myopes. Ils ne voient une carte que si elle est à toute petite échelle, d'accord? Ils ne voient pas à quoi ressemble l'Asie de l'Ouest, où se trouvent les Russes, comment tout ça est disposé. Et ils ne savent pas faire la différence entre un endroit comme Bahreïn et Norfolk. Franchement, allô? C'est pourtant évident. Alors comment tu expliques ça? Eh bien, j'ai posé la question à Larry Wilkerson, un très bon ami à moi. Je lui ai dit, Larry, il n'y a vraiment aucun haut gradé dans l'armée qui se dise, bon, c'est quand même la base. Regarde d'abord la carte, pense aux lignes d'approvisionnement, aux munitions, à ce qu'on a et à ce que l'autre. Alors, ils ne font plus ça maintenant. Et il m'a dit, eh bien, jusqu'au grade de colonel, peut-être général une étoile, enfin un général de brigade, je suppose. Mais après, c'est comme s'ils subissaient une lobotomie, et tout leur bon sens disparaît. Et ils sont promus sur la base du politiquement correct. Et bien sûr, Ostan poussa à l'extrême. Pourquoi a-t-il viré Donahue? Le général Donahue, 4 étoiles, un grand commandant des forces en Europe. Je ne sais pas, mais à mon avis, Donahue est allé le voir en lui disant « Écoute, tu as des marines, tu as la 82e division aéroportée dans la région du Golfe Persique. Laisse tomber. Si tu penses les envoyer en Iran, je démissionne. » Alors j'ai dit quoi? Oui, ça marchera pas. Tu vas juste faire tuer un tas de mes gars, de nos gars. D'accord, je vais en tenir compte. 2 heures plus tard, Donahue a été viré. Donc vous avez des gens complètement fous comme ça qui dirigent les choses. Et Larry, lui, il les connaît, ces types-là. Franchement, il devrait être général lui-même. Mais évidemment, il n'était pas politiquement correct, surtout sur la question d'Israël. Donc voilà, c'est vraiment le chaos. Et comme en Asie du Sud-Ouest, c'est pareil en Ukraine. Bon sang, ils auraient dû regarder la carte. Qu'est-ce qu'il y a à côté de l'Ukraine? Ah oui, ce qu'on appelait autrefois l'Union soviétique. Aujourd'hui, ça s'appelle la Russie. Est-ce qu'ils ont... Enfin, bref, je ne vais pas aller plus loin. Mais les Russes, les Chinois et les Iraniens regardent tout ça et se disent, premièrement, ces types ne savent vraiment pas comment faire la guerre. Ils ne comprennent rien aux lignes de communication ni à l'approvisionnement. Des choses de base, vraiment. Mais l'autre problème, c'est qu'ils sont tellement imprudents qu'on ne peut pas prévoir ce qu'ils pourraient être poussés à faire. Donc on doit avancer avec prudence, de manière mesurée. Et j'ose dire que ce que font les Iraniens imite d'une certaine façon ce que les Russes font en Ukraine. Nous avons l'avantage. Nous n'allons pas nous laisser provoquer au point de faire quelque chose qui déclencherait une attaque irrationnelle. Un geste imprévisible de la part du maître de l'imprévisible par excellence, notre président. Comment s'appelle-t-il déjà? Donald Trump. Ray, tu as mentionné le cas du Liban. Je pense que puisque le Liban fait partie des éléments importants du protocole d'accord, la première clause de ce protocole concerne justement le Liban. Et en gros, si on regarde le texte, il montre clairement qu'il pousse Israël à se retirer du Liban. Oui, puisqu'ils doivent arrêter les attaques. En fait, tout tourne autour du retrait du Liban. Et on voit bien que le gouvernement libanais est sorti hier pour conclure une sorte d'accord avec les Israéliens. Le gouvernement, oui. Le gouvernement, c'est une institution des États-Unis. Vous voyez un petit jeu de mots. Je dis que le président ou le premier ministre Aoun n'est pas vraiment maître de lui-même. Il a été placé là par les Israéliens
et par les Américains. Donc, toute initiative venant de lui, à moins que le Hezbollah n'y voie un intérêt pour lui-même, et qu'il estime peut-être que les Israéliens prennent au sérieux la menace du Hezbollah. Menace qui, je sais, ne vient pas de nulle part, mais qui est bien plus forte que ce que nous pensions. Eh bien, tout ça va continuer. Alors, si ces choses ne sont pas prises au sérieux, l'Iran va imposer sa volonté, avec son contrôle du détroit, avec sa capacité à résister à ce que les États-Unis peuvent lui opposer de pire. Des États-Unis qui d'ailleurs n'ont qu'un nombre limité de Tomahawk, un nombre limité d'autres armes avancées, et qui en viennent à cannibaliser des unités en Corée du Sud et au Japon pour soutenir Taïwan. Je veux dire, tout ça a un côté un peu irréel. Mais si j'étais iranien, russe ou chinois, je me dirais, bon, regardons comment tout ça va se dérouler et voyons comment ça va s'articuler avec les prochaines élections de mi-mandat aux États-Unis. Est-ce que Trump s'en fiche vraiment? Eh bien non, en fait, il s'en soucie. Il veut que ce détroit reste ouvert avant qu'une dépression mondiale ne frappe. Et il ne peut pas y arriver sans freiner, sans mettre la bride à Netanyahou et lui dire, écoute, le Liban, c'est fini, on arrête avec le Liban. Tu l'as mentionné, Nima, et ça m'a vraiment interpellé. C'est 15 points, ou peu importe combien il y en a. Le premier, d'accord? Le premier, c'était un paragraphe, 2 phrases. Et dans ces 2 phrases, un pays cité 3 fois. Ce pays, le Liban. Alors, moi je dis depuis un moment que, comparé à ces Shakespeariens pleins de pétrole, les pays du Golfe, qui n'ont jamais montré le moindre intérêt pour ce qui arrive aux Palestiniens, au Hezbollah ou à tous ces gens-là, l'Iran se distingue, à mes yeux, par une attitude de principe, presque édifiante, une sorte d'altruisme sur cet axe de résistance. Des gens comme John Mearsheimer et moi, je ne parle pas en son nom bien sûr, mais je me dis parfois, si l'Iran pouvait obtenir un bon accord avec les États-Unis, pourquoi insister pour inclure le Liban? Bon sang, pourquoi l'Iran ne fait-il pas comme les pays du Golfe en disant simplement « On est vraiment désolé pour ce qui se passe au Liban, mais on verra ça plus tard. Faisons d'abord notre petit accord. » Eh bien, ça ne s'est pas passé comme ça. Et je ne sais pas, est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est de l'altruisme? Ou une forme de solidarité mutuelle à laquelle nous, en Occident, on n'est pas habitués? Qu'en pensez-vous? Je pense que pour l'Iran, Ray, la question de la Palestine et celle du Liban sont avant tout des questions morales. C'est profondément lié à ce qui s'est passé en 1979, quand le nouveau gouvernement est arrivé après celui du Shah, le régime précédent. En gros, l'Iran cherche une forme de justice pour toute la région. Il n'aime pas ce qui se passe en Palestine. Les nouveaux rapports publiés récemment montrent comment des Israéliens tuaient des enfants en Palestine de façon systématique. Et c'est pour cette raison que l'Iran insiste autant sur le Liban. Pour l'Iran, Ray, le Liban doit être, dans leur vision, le cimetière du Grand Israël. C'est pour ça qu'ils sont coincés au Liban. Vous voyez bien ce qu'ils font là-bas. Ils essayent de tout prendre, de tout détruire. Mais regardez, à chaque fois qu'ils pensent que le Hezbollah s'affaiblit à cause des assassinats ou des attaques, en réalité, rien de tout ça ne se produit. C'est pour cette raison que l'Iran est apparu comme un acteur direct à la suite de cette guerre. Je pense que la nouvelle position de l'Iran en soutien militaire au Hezbollah, avant, c'était surtout logistique. Aider le Hezbollah en coulisses, envoyer des armes, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, ils sont prêts à soutenir militairement le Hezbollah en attaquant Israël si quelque chose de grave se passe au Liban. C'est un nouveau type de démarche de la part de l'Iran. Et est-ce que ça reflète? Je pense à ces élections, celles qu'avait voulu Condoleezza Rice. C'était quoi, en 2006 à Gaza? Et tout le monde disait, on va gagner, bien sûr qu'on va gagner. Eh bien non,
Le Hamas a battu sans difficulté l'autorité de Fassad, l'autorité palestinienne. Les gens se demandaient, mais comment c'est possible, ce groupe violent? Et moi je disais, écoutez, à peine 1/10 du Hamas est violent. Et ce type de violence contre une occupation est légal selon le droit international. Mais le reste du mouvement est populaire parce qu'il s'occupe de sa population. Ils ont des hôpitaux et des gens qui distribuent la nourriture. They have hospitals and they have food distribution people. And when they won hands down against the Palestinian Authority, and we try to reverse that, of course, by an attempted coup, and it didn't work, okay? Well, that taught me a lesson. That's why Hamas and Hezbollah up there are popular. And apparently that's why Iran cares about them being oppressed and suppressed or obliterated or genocided. Et j'espère que je ne vais pas avoir de problème en disant ça. L'Iran se soucie un peu plus des êtres humains que ceux qui commettent un génocide ou qu'ils permettent, dans des endroits comme Gaza. C'est bien ça que vous dites. Oui, voilà comment je vois les choses, Ray. L'Iran ne va pas reculer. Peu importe la manière dont les États-Unis essayent de le convaincre ou de faire pression sur lui. Parce que depuis des années, Ray, ils utilisent tous ces pays du Golfe autour de l'Iran pour montrer à quel point leur économie se porte bien. Pour dire au peuple iranien, regardez ces pays du Golfe. Regardez comment ils vivent dans le luxe. Et vous êtes sous des sanctions énormes, avec une inflation très forte à cause du gouvernement, parce qu'il n'est pas capable de faire mieux. Ces pays ont servi de véritables machines de propagande pendant très longtemps, et ils ont essayé de manipuler la société iranienne. Mais je pense que ce que les Iraniens retiennent de cette guerre, c'est la réalité. Parce qu'ils ont vu qu'en 40 jours de guerre, les Émirats arabes unis étaient déjà à court d'argent. Quelle sorte d'économie est-ce que c'est? S'ils sont vraiment aussi riches, aussi puissants, aussi importants, alors ce ne sont pas de vrais pays en ce moment. Parce que tout est en train de remonter à la surface pour le peuple iranien. C'est ça, la prise de conscience des Iraniens, je crois. Et ils savent qu'avec l'attaque contre l'Iran, Ray, quelque chose de très profond est en train de se passer au sein de la société iranienne. Supposons un instant que ce soit l'agenda israélien. Alors, quel est le problème avec les États-Unis? L'Iran ne voit aucun problème avec les États-Unis, sans l'agenda israélien. Le seul problème que l'Iran voit avec les États-Unis, c'est l'agenda israélien. Le fait que les États-Unis soient utilisés dans la région comme un intermédiaire. C'est dévastateur pour beaucoup de gens, parce que la société n'est pas très politisée. Les gens vivent leur vie, ils ne savent pas vraiment ce qu'il y a derrière cet agenda. Mais quand ils voient comment Israël a réussi à entraîner les États-Unis dans une nouvelle guerre au Moyen-Orient, après la guerre en Irak et celle en Afghanistan, et qu'ils reviennent vers les Iraniens, ils savaient ce qu'était l'Iran, ou ce qu'était l'Iran avant que cette guerre ne commence. Mais ils ont lancé cette guerre. C'était un pari énorme de la part des États-Unis. Oui, et comme je l'ai cité, le secrétaire d'État Rubio a dit qu'Israël avait commencé, et donc nous avons dû nous impliquer. Ce n'était sans doute pas une grande surprise pour Rubio, mais le fait qu'il l'explique de façon aussi directe, en disant « Eh bien, vous savez, l'Iran va s'en prendre à nous, parce qu'ils savent qu'on est liés à Israël comme deux doigts de la main. Donc on a dû y aller, pour que nos pertes ne soient pas moindres. » Mais il y a une source encore plus intéressante. Il s'appelle Joe Kent, d'accord? Numéro 2 dans le dispositif du renseignement national, chef du contre-terrorisme. Quand il a vu l'attaque non provoquée contre l'Iran, il a écrit une belle lettre au président Trump, qu'il admirait auparavant, et il lui a dit « Monsieur le Président, je dois démissionner par principe. » Mr. President, I have to resign on principle. This attack on Iran
Cette attaque contre l'Iran ne répondait à aucune menace imminente venant de l'Iran. Elle était entièrement due à Israël et à ses soutiens aux États-Unis. Point final. Mon Dieu, voilà un homme qui non seulement démissionne par principe, mais qui explique en une seule phrase pourquoi il l'a fait. Était-il bien informé? Personne n'était mieux informé que le chef du contre-terrorisme, juste sous Joe Kent. Donc les gens peuvent comprendre ce qui se passe, du moins dans la mesure où notre presse le reflète. Et tout ce que j'essaie de dire ici, c'est que, oui, les Iraniens le savent aussi. Et il semble y avoir chez eux une dose inhabituelle d'humanité, si on peut dire, de l'empathie, de la compassion pour les peuples opprimés, tout comme les Iraniens l'ont été autrefois. 1979? Oubliez. 1953. C'est là que tout commence. 1953. That's where it starts. And just to remind people and your viewers. Et juste pour rappeler aux gens, même si vos téléspectateurs n'ont sans doute pas besoin qu'on le leur rappelle, c'est à ce moment-là que Mossadegh, le seul premier ministre iranien élu démocratiquement par le peuple, a dit, il avait été élu, en 51, 52. Et puis il a regardé autour de lui et s'est dit, mon Dieu, pourquoi est-ce qu'on donne aux Britanniques 90% de nos revenus tirés du pétrole qui se trouve sous notre sol? Parlons-en. Et ensuite, c'est devenu, nationalisons tout ça pour que notre peuple, le peuple iranien, puisse en profiter et se développer. Et là, le MI6 britannique a pris la jeune CIA, 4-6 ans d'existence à l'époque, et leur a dit, « Et les gars, voilà ce qu'on fait quand un type comme ce Mossadegh en Iran commence à penser que le pétrole sous son sol lui appartient. » Et vous connaissez la suite, n'est-ce pas? C'est là que tout a commencé. Et quand le Shah, aussi cruel qu'il était, avec la SAVAK, qui valait bien la Gestapo, est tombé malade, souvenez-vous, c'était en 78-79, Jimmy Carter, par bonté de cœur, l'a laissé venir aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'un Iranien ordinaire pouvait penser de ça? Mon Dieu, il est peut-être malade, il va peut-être mourir, mais ils vont sûrement trouver un autre type pour le remplacer, non? Et donc, je ne cautionne pas la prise d'ambassade, mais c'est pour ça qu'ils y sont allés. Ils savaient que les archives révéleraient ce qui s'était passé en 1953, et ils voulaient montrer au reste du peuple ce qui risquait d'arriver si le Shah parvenait à imposer sa volonté à cette administration américaine. Voilà pourquoi, encore aujourd'hui, cette histoire reste en travers de la gorge de beaucoup d'Iraniens. Je veux dire, j'étais à peine en train de finir l'école primaire en 1953, mais je m'en souviens. Oui, je me souviens l'avoir vu dans le magazine Time. Mossadegh, homme de l'année dans Time, tu vois? Juste pour une année, hein? Et ensuite, il s'en débarrasse. Voilà le contexte. Alors, s'il te plaît, ne commence pas avec 79, pour l'amour de Dieu. Commence avec 1953. Et quand j'étais à la CIA, j'ai eu des amis qui ont pas mal changé leur vision du monde. Mais à l'époque, ils avaient participé au projet Ajax, d'accord? C'est comme ça qu'ils appelaient cette opération pour renverser Mossadegh. Ils ont aussi été impliqués dans d'autres choses, mais je ne veux pas monopoliser la conversation. Ce que je suis déjà en train de faire d'ailleurs. Oui. Ray, je pense qu'un autre sujet très important en ce moment, c'est la situation en Ukraine. L'Ukraine utilise des drones contre la Russie, et ces drones sont fabriqués en Ukraine, au Royaume-Uni et aussi dans d'autres pays européens. Et ils ne veulent pas reculer. On voit même Mark Rutte venir aux États-Unis pour parler. Il devient littéralement une sorte de marionnette de Donald Trump, en essayant de vanter à quel point Trump a été formidable jusqu'ici, qu'il fait du bon travail. Et Donald Trump, en réaction à ce genre de propagande, déclare que Zelensky s'en sort bien et qu'il faut voir ce que Zelensky cherche à accomplir. Quelle est la position de l'administration Trump sur la question ukrainienne? Est-ce une priorité pour Washington? Ou bien la Russie doit-elle trouver une autre solution
à la guerre dans laquelle elle est engagée. Russia has to find some other solution for the war that they're in. This is kind of a circus. C'est un peu un cirque tout ça. C'est fait pour détourner l'attention du fait que la Russie va gagner cette bataille sur le terrain, là où ça compte, d'ici la fin de l'année. Tout le reste, ce sont des piqûres d'épingle. Vous savez, un petit rappel historique. Quand Arthur Schlesinger Jr., l'historien, a été chargé par John F. Kennedy d'une petite mission sur le renseignement, il a fait une découverte vraiment stupéfiante. 80% des informations dont disposaient les analystes du renseignement sur l'Union soviétique à l'époque provenaient de sources ouvertes, ce qu'on appelait l'analyse des médias. Pas d'espions? Non, pas d'espions. Quelques espions? Oui, bien sûr, mais avec une influence marginale. Les moyens techniques, ce genre d'aide servait surtout à confirmer ce que le Kremlin avait déjà déclaré. C'était en 1962, juste après la crise des missiles de Cuba. Ou non, 1961, juste après la baie des cochons. Or no, 1961, right after the Bay of Pigs. Okay, so fast forward to when Ronald Reagan Bon, came in. avançons un peu dans le temps, jusqu'à l'arrivée de Ronald Reagan en 1980-81, donc environ 20 ans plus tard. Et Bill Casey, le directeur de la CIA, lors de la toute première réunion du cabinet, un ami à moi y était, il a pris des notes, d'accord? Il a dit, « Vous savez, j'ai découvert en arrivant ici que les analystes ne dépendent pas des espions. 80%, le même chiffre, 80% des informations viennent de sources ouvertes. Donc il existe quelque chose qu'on appelle l'analyse des médias. Et ce que disent les Russes compte, surtout quand ils divergent ou quand ils essayent d'expliquer. Alors, je vais vous donner quelques exemples. C'est comme ça qu'on dit dans le Bronx. Je vais vous donner un exemple. D'accord? Voilà Zakharova. Il y a 2 jours à peine, on lui a posé des questions sur tout ça, sur toutes ces frappes de drones, et elle a répondu. Eh bien, vous savez, l'Occident répand des histoires sur une victoire imminente. Et ils veulent convaincre leurs alliés que c'est à portée de main. Alors, Kiev poursuit un seul objectif. Et tenez-vous bien, provoquer une escalade de notre part pour obtenir de nouvelles tranches d'aide militaire et financière occidentale. Une aide qui, inévitablement, sera dévorée par les piranhas du gouvernement de Kiev, qui voleront l'argent, le mettront dans leur poche, puis demanderont aux pays de l'OTAN et de l'Union européenne d'entrer dans une confrontation directe avec la Russie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de spéculations, même de la part d'analystes russes respectés, comme Dmitry Trenin, disant qu'on ne peut pas laisser les choses continuer ainsi. Nous avons déjà nommé certaines usines et installations militaires en Europe qui aident les Ukrainiens à faire tout ça. Vous savez, il se pourrait bien qu'on doive les frapper. Alors la question c'est, est-ce que la Russie riposterait en frappant un territoire appartenant à un membre de l'OTAN? C'est la grande question, vous voyez. Même si c'est juste une attaque conventionnelle, est-ce qu'il le ferait? La plupart de mes collègues disent que probablement ils s'y sentiraient obligés. L'opinion publique est tellement... Enfin, moi je dis non. Je dis que, dans ma vision, quand Poutine se retrouve face à ce genre de dilemme, il dit à Lavrov, à Ushakov et à tous les autres, « Bon, qu'est-ce que vous en pensez, si par exemple, et on les a prévenus de ne pas le faire, mais disons que les Lettons laissent les Ukrainiens utiliser une de ces bases qu'on a préparées pour eux. Qu'est-ce qu'on fait s'ils le font? On ne doit pas riposter contre la Lettonie. » Et la réponse a été non. Pourquoi, Monsieur Poutine? Eh bien d'accord, quelqu'un peut me dire, la Lettonie, c'est un membre de l'OTAN? Non. Oui, c'est ça. D'accord. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a une clause dans le traité de l'OTAN qui dit en gros que les autres pays membres doivent venir en aide à un pays qui est attaqué? Oui, enfin, ça n'a plus d'importance maintenant, tu vois.
Bon, maintenant à vous. La semaine dernière, vous m'avez dit que Trump était l'incarnation même de l'imprévisibilité, non? Eh bien oui, monsieur, c'est ce qu'on a dit. D'accord. Alors, selon vous, quelle est la probabilité que Trump réagisse en invoquant l'article 5 du traité de l'OTAN et qu'il se retrouve en guerre avec l'OTAN? 10%, 15, 20, trop élevé. Bon sang, beaucoup trop élevé. Pourquoi faudrait-il faire ça? Pourquoi devrions-nous, comme le dit Zakharova, nous laisser provoquer à ce point? On est en train de gagner la guerre sur le terrain. Même s'il n'y avait que 10% de risque, c'est déjà trop. Vous voulez sacrifier tout ce qu'on a construit dans ce pays depuis 2000? Bon sang, regardez-nous. On prospère. La guerre n'a pratiquement aucun impact sur notre économie. On est en train de gagner et on va boucler tout ça d'ici la fin de l'automne, au plus tard. Ne venez pas me dire ce que je dois faire. Je n'ai pas à faire ce genre de choses. Et maintenant, Karaganov, un type important, a dit qu'il ne fallait pas seulement utiliser le conventionnel, mais qu'on pourrait larguer 1 ou 2 bombes nucléaires. Eh bien, je trouve ça plutôt commode. Parce que, enfin, Poutine l'a déjà laissé bavarder par le passé. D'ailleurs, il lui a même permis d'organiser un grand événement à Valdai, il y a 3 ans, si je me souviens bien. C'est un peu un dandy. Il a, comment dire, presque quelque chose d'occidental dans sa manière d'être. Et il prononce tout ça avec un certain ton. Mais quand il est passé dans une autre émission que la vôtre, je crois que c'était celle de Glenn Dyson, John Mearsheimer a débattu avec lui. Il lui a posé toutes les bonnes questions, celles que seul John peut vraiment poser, en tant que représentant de l'école réaliste des relations internationales. Et ça a tourné Karaganov en ridicule. Et l'Allemagne alors? Qu'est-ce que l'Allemagne va faire? En d'autres termes, Karaganov et parfois Madame Yezhov, l'ancienne présidente, sont utiles pour dire « Eh bien, on pourrait utiliser l'arme nucléaire » ou on pourrait frapper l'OTAN et l'OTAN ne pourrait sans doute pas réagir. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est quelqu'un comme Dmitri Trenin, qui est plus raisonnable. Il dirigeait autrefois le centre Carnegie à Moscou. Bon sang. C'est un Russe très à l'américaine, mais il est vraiment intelligent. Donc, quand je l'entends dire certaines choses, ça me met un peu mal à l'aise. Mais je pense que la réalité sur le terrain, c'est la suivante. Les Russes avançaient par usure, encore et encore, jusqu'à l'arrivée des drones. Et maintenant, ces drones, c'est un vrai problème. Ils peuvent frapper n'importe quelle concentration de troupes, et ils le font. Du coup, ils ont freiné l'offensive russe depuis environ 1 an. On ne peut pas le nier, d'accord? Et ça, c'est devenu très clair. Personne, à ma connaissance, n'a vraiment remarqué ce détail. Le jour de la Russie, il y a environ 2 semaines, Poutine a réuni des sous-officiers, des sergents, là au Kremlin. Et il a dit « Voilà comment je veux célébrer la fête nationale de la Russie. Belousov, le ministre de la Défense, est ici. » Alors, comment ça se passe sur le front? Vous revenez tout juste du front. Dites-moi ce dont vous avez besoin. Dites-moi quels sont vos problèmes. Et tout ça, c'est en direct, hein? Personne ne bouge, tout le monde reste raide comme un piquet, tu vois. Personne ne se détend, jusqu'à ce que Belousov dise « Allez, allez-y ». Le deuxième type prend la parole et dit « On a un problème, monsieur le commandant en chef. Ces fichus drones, eux, ils ont Starlink. Et c'est un vrai problème. Nous, on n'a pas Starlink. Du coup, on n'a pas pu faire ce qu'on voulait faire. Et tout ça, c'est à découvert devant tout le monde. Et là, Poutine dit, bon, ne le répétez à personne, mais on a notre propre Starlink qui arrive. Il est prêt, il va être déployé. Soyez juste un peu plus patient, d'accord? Et puis ça continue comme ça. D'autres personnes se plaignent de ceci ou de cela. Et mon camarade a été tué. Pourquoi on ne pourrait pas simplement le dire? Donc oui, c'était très réaliste. Et à la fin, Poutine se tourne vers Belousov et lui dit « Regarde, ce type-là, je l'ai nommé ministre de la Défense, d'accord? Et pourquoi?
parce qu'il a travaillé toute sa carrière dans des installations et des usines du complexe militaro-industriel. Bon sang. Tu peux régler ça. Oui, je peux. On est en train de le faire. Donc, premièrement, ce que j'en retiens, c'est que oui, les drones posent un vrai problème, mais aussi que Poutine n'hésite pas à aborder ce problème ouvertement, à montrer que les gens en première ligne en souffrent, tout en cherchant à les rassurer. And there have been other indications that a Russian type Starlink is, all these little satellites and stuff is in progress. So just as the 4 years previous of this Ukrainian thing has shown the Russians reacting, sort of being able to counter what's going on in the West, I think this time that will work. But the idea was that Putin was not afraid to show that this was a real problem. And if he were under great pressure, I think he would sort of disguise that and said, well, no, we're fine, we're fine. So I see him in firm control. With respect to negotiations, that's really interesting. The last couple of days, do we have 5 more minutes or so? Yeah, go ahead. D'accord. Yeah, I just made some notes here because I depend Oui. 80% for. J'ai juste pris quelques notes ici, parce que je me base à 80% sur des déclarations publiques. D'accord. Alors ici, le 15 juin, il y a une semaine. Voilà. Lavrov dit que l'Europe croit à tort que l'Ukraine est en train de gagner. Ce n'est pas vrai, mais, ajoute-t-il, nous restons attachés aux accords du sommet d'Alaska et aux engagements qui ont été définis et nous sommes confiants qu'ils seront mis en œuvre. Donc, on parle bien du 15 juin, hein? Nous restons engagés envers ces accords conclus le 15 août, donc 10 mois plus tôt, on est le 15 juin. Et le président Poutine a déclaré qu'il avait accepté la proposition du président américain Donald Trump. Et bien sûr, nous nous attendons à ce que la position convenue sur la base de la proposition américaine soit mise en œuvre. Donc le 15 juin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé 2 ou 3 jours plus tard? Il y a eu une réunion du Conseil de sécurité nationale au Kremlin présidée par Poutine. Qu'ont-ils dit à ce sujet? Pas grand-chose. Mais qu'est-ce qui en est ressorti? Eh bien, voici Ushakov. Donc il y a eu un petit changement, quelques jours plus tard, n'est-ce pas? Il a déclaré « Pour le moment, une des parties s'est engagée à respecter les compréhensions discutées à Anchorage, mais l'autre partie, apparemment, on peut le dire maintenant, s'est révélée incapable de mener à bien sa part du processus et de respecter les accords. » Je cite, « Nous n'attendons pas que ces accords ou ces compréhensions soient appliqués. Nous attendons la victoire. Nous attendons, ce sont vraiment les mots russes, nous attendons la victoire et nous attendons que nos propres objectifs soient atteints. » Et maintenant, Rubio, hier à Bahreïn, déclare « Anchorage est mort. Il n'y avait aucun accord là-bas. » Et Lavrov répond « Attendez une seconde. Quand une partie fait des propositions et que l'autre dit « merci ». À ces propositions, nous pensions que c'était un accord. Qu'est-ce que vous, allô, je veux dire. Et ensuite, il emploie un mot magnifique, de mauvaise foi. Je pense que c'est de la mauvaise foi de la part de Rubio. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je pense que les Russes en ont plus qu'assez en ce qui concerne. Et cette idée d'envoyer Witkoff et le gendre, Kushner, là-bas, franchement, après toutes leurs manœuvres répréhensibles, leurs bêtises et leurs tromperies, non seulement avec la Russie, mais surtout avec les Ukrainiens, avec les Iraniens. Vous savez, je pense que les Russes vont se dire « Bon, on va attendre que ça passe et on ne se laissera pas provoquer. » Et pour finir, je dirais simplement que depuis environ un mois, les services de renseignement russes, oui, ils ont un service de relations publiques, ont publié un communiqué officiel en disant « Voilà ce qui s'est passé à Riga en Lettonie. » This is what happened in Riga, in Latvia. The Ukrainians persuaded the Latvians
Les Ukrainiens ont convaincu les Lettons de mettre à disposition 5 bases en Lettonie, à partir desquelles ils pourraient tirer des drones et d'autres missiles vers la Russie. Et ils ont dit aux Lettons, ces Ukrainiens très malins, « Regardez, les Russes ne sauront jamais d'où ça vient. » Et là, le SVR, le service de renseignement russe, déclare « Bon, pour tous ceux que ça intéresse, nous avons les coordonnées de ces bases. Nous connaissons aussi les coordonnées des lieux de décision à Riga, la capitale. » Alors vous voyez, les Lettons sont soit aveuglés par leur russophobie, soit naïfs, ou peut-être les deux. Ça, c'était il y a un mois. Alors, est-ce que les Lettons ont laissé les Ukrainiens utiliser ces bases? Je ne crois pas. D'accord. Et s'ils le font, est-ce que ce sera automatique? Et voilà la question. Est-ce que l'alerte du SVR va automatiquement remonter jusqu'à Poutine? Du genre, bon, maintenant il faut agir. Oui, d'accord. Mais qu'est-ce que Poutine va faire? Est-ce qu'il va frapper un pays de l'OTAN? Pas forcément. Le SVR a plein de moyens de riposter contre les Lettons. Il y a toutes sortes de façons de faire sans provoquer, sans donner à l'Occident la moindre raison d'invoquer ce qu'il reste de la charte de l'OTAN. Je suis d'accord, l'OTAN est quasiment hors jeu, mais Poutine ne va pas prendre de risques. Et ça, c'est à son crédit. C'est le résultat de 25, 26 ans de reconstruction de la Russie. Il n'a aucune raison de tenter le coup maintenant. Et encore une fois, je sais que je ne suis pas dans la majorité sur ce point, mais je ne pense pas qu'il le fera, pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées. Avant de conclure, ma compréhension de la Russie, comme vous l'avez mentionné, c'est qu'il y a énormément de choses à dire. Leur comportement, la façon dont ils gèrent la guerre, je trouve ça très pragmatique. Et avec ce qui se passe en Lettonie, comme vous l'avez évoqué, je pense que si la Russie en vient à considérer que la Lettonie est vraiment utilisée par les Ukrainiens pour attaquer la Russie, elle pourrait attaquer la Lettonie. Sérieusement, ils y réfléchissent. Parce qu'il y a en ce moment en Russie des discussions sur la manière de réagir à cette implication directe dans les attaques contre la Russie avec ses drones. Et honnêtement, je ne vois pas l'OTAN soutenir la Lettonie si la Russie l'attaque. D'accord, je suis d'accord avec toi, Nima. Mais je pense que quand on a quelqu'un de perspicace, de très prudent et de réfléchi à la tête du Kremlin, il va poser beaucoup de questions. Et il va dire, écoutez, Maria Zakharova a déclaré il y a seulement 4 jours qu'il ne se laisserait pas provoquer à faire quelque chose de stupide. Très bien. Mais comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, même s'il n'y a que 10% de chances que l'OTAN soit relancée, ou que cet imprévisible Trump se dise « Mon Dieu, il faut que je montre à quel point je suis fort », et qu'il réagisse. Même 10%, ça n'en vaut pas la peine. Donc, encore une fois, ce que je viens de t'entendre dire, c'est ce que la plupart de mes collègues disent aussi. Mais moi, j'observe tout ça depuis 6 décennies maintenant. C'est pour ça que j'ai ce collègue ici, tu vois. Et je n'ai jamais vu un dirigeant russe ou soviétique aussi prudent, aussi réfléchi et aussi peu enclin à se laisser provoquer. Bon, j'ai déjà eu tort par le passé, comme tu le sais, Nima. Donc on va voir comment ça se passe. Mais à mon avis, ce n'est pas automatique. Et même si la plupart des gens, et je suis d'accord, disent que l'OTAN ne vaut plus grand-chose, hein. Voilà un exemple. Il y a eu une réunion, la 35e du genre Ramstein, tu vois, ce genre de rencontre entre gens de l'OTAN pour décider quel type d'armement envoyer en Ukraine. C'était il y a quelques jours, d'accord? Qu'est-ce qu'il y avait d'important là-dedans? Eh bien, Austin n'est pas venu. Tiens, c'est curieux. Sa fille se mariait ou quoi? Non. Il est venu le lendemain pour la réunion des ministres de la Défense. Alors pourquoi il n'est pas venu pour les armes? Parce qu'on ne leur en donne plus. Ah, on va en vendre aux Européens. Oui, mais on n'a plus vraiment d'armes à leur vendre. Et celles qu'on leur vend ne fonctionnent pas, comme les missiles Patriot et tout ça.
like the Patriot missiles and all, they don't work. Elles ne fonctionnent pas contre les armes hypersoniques. You know, Donc, vous savez, il faut revenir aux bases et ne pas seulement se penser aux armes. not only think about the mindset which I believe comes out of Cet état d'esprit, je pense qu'il vient d'une longue tradition et aussi d'une expérience personnelle de la guerre. La plupart des gens ne savent pas que Poutine a perdu son grand frère. Son frère aîné est né à Leningrad pendant le siège, d'accord? Et il n'avait qu'un an quand sa mère n'a plus pu le nourrir. Il n'y avait plus rien à manger, c'était le siège. Pas seulement les nazis, les Finlandais aussi, d'accord? Je crois que le siège a duré plus de 900 jours. Alors, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a décidé de confier le petit Vitya à un hospice ou quelque chose comme ça, parce qu'on lui avait dit qu'il pourrait lui trouver un peu de nourriture, d'accord? Vous imaginez à quel point c'est déchirant. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a plus jamais revu Vitya. Elle n'a jamais su ce qu'il était devenu. Il est mort de faim, comme tant d'autres enfants. He starved to death like so many other children. And when Putin is making Greek speech in what is Et quand Poutine prononce un discours en grec à ce qui est aujourd'hui Saint-Pétersbourg, l'ancienne Leningrad, quelqu'un lui dit « Attendez une seconde, Vladimir Vladimirovitch, ton frère, ton grand frère, il n'est pas mort ici pendant le siège ?» Et il répond « Oui, c'est arrivé. » Alors on lui demande « Où est-il? Où est-il enterré ?» Et peut-être que vous êtes déjà allé à Leningrad ou que vous avez vu ce lieu incroyable, cette immense colline où reposent environ 900 000 corps. Donc, Poutine se tenait devant eux et il dit « Eh bien, Vitya est là-bas. » Pourquoi je raconte ça? Parce que Vladimir est né plusieurs années plus tard, après que son père a retrouvé sa mère, qu'on avait laissée parmi un tas de cadavres. Il a vu qu'elle respirait encore, il l'a ranimée, il l'a soignée. Et c'est ainsi qu'ils ont eu le petit Vladimir. Alors je ne sais pas quelles histoires ils lui ont racontées. Lui, il dit à peu près qu'ils n'en ont pas beaucoup parlé. Mais enfin bon sang, il sait ce que c'est, la guerre. Et il sait très bien que Pete Hegseth, lui, ne sait pas ce que c'est, la guerre. Et tous ces autres types non plus. Tu vois, je pense à J.D. Vance, d'accord? J.D. Vance, oui, il a servi, c'est vrai. Il a fait Enfin, en Suisse, il dit je fais partie des millennials, tu vois, je fais partie des millennials. Alors, j'ai vérifié, juste pour être sûr. Eh bien, ça veut dire qu'il est né vers 1983, 84, 85. Est-ce qu'il connaît vraiment quelque chose à la guerre? Non. Et donc c'est un avertissement pour des gens comme Poutine. Il se dit, mon Dieu, ces types n'ont connu aucune destruction aux États-Unis. Ils ont perdu peut-être 400 000 soldats. Nous, on a perdu 27 millions de citoyens, soldats compris. Mon Dieu, il faut se méfier de ce genre de monde, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Et je pense que ça explique en grande partie sa prudence et son refus de se laisser provoquer. Oui, je pense que ce que vous venez de dire est vraiment profond. Et il faut bien comprendre toute la portée de ce que vous venez d'évoquer dans l'esprit du président russe. C'est quelque chose qui reste toujours en toile de fond, derrière chacune de ces décisions. Oui, on vient de marquer quoi? Le 22 juin, l'invasion nazie. Le 22 juin 1941, un grand anniversaire. Et je voudrais ajouter que Poutine a écrit un discours assez émouvant en 2020. Il commençait par ces mots. Pourquoi tout s'arrête? Pourquoi a-t-on la gorge serrée quand arrive l'anniversaire du 22 juin? Il y a encore des gens en vie, pas beaucoup, mais quelques-uns. Et chaque Russe étudie ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est comme vous le dites, inscrit dans leur gène, d'une certaine façon. Et Poutine fait partie de ceux qui ne veulent pas que cela se reproduise, parce que personnellement, dans sa propre vie, il a ressenti ce que cela signifiait pour sa famille, même avant sa naissance. Oui, oui. Merci beaucoup, Ray, d'être avec nous aujourd'hui.
for being with us today. You're most Avec welcome. grand plaisir, Nima, et bonne chance à toi. Continue ton excellent travail. Good work. Great pleasure. Toujours un vrai plaisir, Ray. Vous